Alors se poser des questions pendant la grossesse quand on hésite, ça peut être un piège. Parce que finalement la maman va raisonner de façon intellectuelle, avec le pour et puis le contre. On parle souvent des bénéfices santé de l'allaitement. Ça c'est intéressant pour les professionnels parce que ils seront beaucoup plus convaincus par eux-mêmes pour parler d'allaitement auprès de la mère. Mais pour la maman, c'est pas ça qui compte véritablement. Parce que à chaque fois qu'on se pose ce genre de questions, on fait travailler l'intellectuel, le néocortex, qui est un cortex qui maîtrise les choses, et qui raisonne, et donc du coup les sécrétions hormonales qui vont rentrer pour l'accouchement par exemple, ou bien pour l'allaitement, risquent d'être totalement bloquées. Donc il faut chercher à se poser la question un peu autrement. Qu'est-ce qui fait que l'on est conduit à faire quelque chose que l'on ne connaît pas véritablement? Qu'est-ce qui fait qu'un nourrisson, à la fin de la première année, va se mettre debout et puis se mettre à marcher? Qu'est-ce qui fait qu'après, il va perfectionner sa communication et puis apprendre à parler? Qu'est-ce qui fait que chez les adolescents, il y a toujours cette tendance à avoir des gestes amoureux entre copains et copines? Eh bien, le point commun à tout ça, c'est le plaisir. Le principe même de la vie, c'est le plaisir que l'on a à faire les choses. C'est ça qui nous donne l'énergie pour le faire. Donc, pour la maman, ou bien elle vient d'un milieu où on connaît bien l'allaitement, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, la majorité des femmes allaitent, donc elle arrive à l'âge adulte, cette maman, en ayant vu plein de femmes allaiter, elle a pu remarquer le plaisir qu'elle pouvait en tirer, parce que ça se passait bien en général, parce que tout le monde a la connaissance un peu de la façon dont ça fonctionne. Par contre, en France, en Occident, mais plus encore en France, on est beaucoup dans la méconnaissance, on est dans des pays de non-allaitement et de séparation en plus, notamment en France. Donc du coup, une femme peut arriver à l'âge adulte sans avoir vu qui que ce soit donner le sein. Et puis elle peut avoir des exemples de copines qui ont allaité, qui n'ont pas bien réussi et du coup ont eu des échecs. Donc tout ça, ça peut encombrer un peu son esprit, sa réflexion. Donc le mieux, c'est d'essayer de voir un peu comment ça se passe, avec la notion qu'il n'y a pas de femme qui réussisse vraiment bien son allaitement, qui réussisse son projet d'allaitement, sans être pleinement heureuse et même très fière. Ça peut prendre quelques jours, c'est les premiers jours qui sont essentiels. Donc le point fondamental, c'est que la mère soit protégée. Protégée de l'interventionnisme des professionnels, parce qu'il y a toujours, on enseigne un peu aux mères comment positionner le bébé, tout un tas de choses comme ça. Et puis parfois, on va donner des propos qui sont antiphysiologiques. Donc c'est déjà se protéger de cet interventionnisme-là. Après, être protégé du stress, et plus on enseigne les choses, plus on intellectualise, plus la situation est stressante, parce que finalement l'allaitement, comme l'accouchement, ce sont des actions de reproduction qui doivent être complètement naturelles, intuitives et émotionnelles. Donc tout stress va bloquer l'ocytocine et puis gêner l'allaitement. Et puis il faut aussi la protéger des a priori culturels, parce que dans la famille, dans l'entourage, un peu partout, notamment en France, tout le monde a un peu à son avis, et des avis contradictoires qui peuvent déranger la maman. Alors comment se débrouiller un peu pour que ça puisse réussir à partir du moment où elle est protégée? C'est le père d'ailleurs qui va jouer
un rôle important pour isoler la mère un peu de tous ces stimuli extérieurs qui peuvent la perturber dans sa façon intuitive d'être avec son bébé. Donc, pour que ça puisse se passer correctement, la première chose, c'est que la mère pense d'abord à elle. Souvent, les mères cherchent à se donner complètement à leur bébé sans faire attention à leur propre confort. Donc, c'est important qu'elle choisisse d'abord de s'installer bien confortablement. Donc, un fauteuil comme celui-ci, où là il y a des bras qui soutiennent un peu ses membres supérieurs. Elle peut se mettre un peu en arrière, un peu inclinée, un peu comme elle ferait quand elle s'enfonce dans le canapé pour regarder la télévision. Donc être bien détendue et comme ça, tout un soutien. Elle peut utiliser des coussins éventuellement pour mettre sous ses bras ou quelque chose derrière sa nuque pour qu'il n'y ait aucune tension. Parce que généralement, quand les mères se mettent bien assises comme ça, avec le bébé à tenir, ça fait un poids lourd à soutenir et du coup ça lui entraîne tout un tas de contractions qui va la déranger, la gêner et favoriser éventuellement les crevasses, etc. Donc c'est important qu'elle puisse bien se positionner. Et alors de cette façon-là, elle va pouvoir répondre à une certaine continuité entre la vie d'avant, enfin la vie in utero du bébé, la grossesse pour elle, et puis la vie après la naissance. Alors la continuité pour elle, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est elle va prendre donc son bébé de cette façon, et puis elle va combler, elle va le poser à plat ventre, et du coup ça lui fait un volume et puis un poids sur elle. Et du coup elle retrouve cette sensation qu'elle avait en fin de grossesse, où elle avait son ventre qui était lourd, qui la dérangeait un petit peu, qui prenait du volume. Et là le bébé lui redonne un peu cette sensation qu'elle a perdue, parce qu'après avoir accouché, les mamans ont souvent l'impression d'avoir un vide au niveau du ventre. Tandis que là, ça recomble un petit peu ça. Et puis, la maman, à partir du moment où le bébé est bien à plat ventre sur elle, elle va retrouver, puisqu'elle a les mains libres, elle va pouvoir retrouver des gestes intuitifs, comme caresser son bébé, lui mettre les mains sous les fesses pour le soutenir. Et finalement, c'est ce qu'elle faisait déjà pendant la grossesse, où elle caressait son ventre, parfois elle soutenait son ventre, tout en parlant au bébé, ou bien avec des paroles, ou bien parfois simplement par la pensée. Donc là, elle continue à faire ça. Et il y a un élément supplémentaire, puisque le bébé est dehors. Là, il va pouvoir y avoir des échanges de regards. Elle est bien positionnée, elle n'a pas besoin de tendre son cou pour regarder le bébé. Et quand il y a un échange de regards entre la maman et le bébé, là, ça donne une émotion phénoménale qui fait bondir les taux d'ocytocine qui vont faciliter l'allaitement. Alors pour le bébé, qu'est-ce que c'est la continuité? Il faut l'aider à retrouver des repères qu'il a connus pendant la grossesse. Donc il va y avoir ces repères sensoriels. Le bébé sur la mère va réentendre les bruits du cœur de la mère, sa respiration. Il va y avoir aussi son odeur. En plus, si le sein est dégagé, l'aréole du sein sécrète des substances odorantes qui ressemblent à l'odeur du liquide amniotique. Donc c'est ça qui attire le bébé. Donc tous ces éléments-là vont le rassurer, le sécuriser et de cette façon l'aider à progresser. Il n'aura plus cette sensation des désagréments de la pesanteur. Quand il est sorti de l'utérus, la première chose qui le dérangeait énormément, c'est cette pesanteur qui fait que tout devenait très lourd, la tête est très lourde, et il a du mal à gérer ses mouvements, tandis que là, s'il est positionné sur la mère, en appui sur elle, eh bien, il n'y a plus de souci. C'est d'autant plus facile pour lui qu'il retrouve une position un peu arrondie, parce que les bébés, pendant la première année, sont encore comme des mammifères,
c'est-à-dire le dos arrondi, la colonne vertébrale complètement arrondie. C'est uniquement avec l'acquisition de la position debout qu'il va y avoir une concavité au niveau du cou et puis au niveau du bassin pour pouvoir maintenir la position droite. Mais donc au début, il retrouve un peu cette position arrondie qui le sécurise également. Et puis il va retrouver cette notion de l'enveloppement, parce que la mère ayant les mains libres, elle va pouvoir en effet envelopper son bébé. Elle peut passer la main comme ça. On s'aperçoit que quand elles sont dans ces positions-là, ce sont des gestes intuitifs qu'elles font toutes, hein, c'est de passer la main sur le bébé, de le caresser, de lui maintenir les fesses, parfois de mettre les mains sous les pieds, de façon à l'aider un peu à se redresser et aller vers le sein. Donc toute cette notion d'enveloppement, là aussi ça sécurise le bébé. Et puis quand il est près du sein comme ça, il va pouvoir maintenir ces rythmes de sommeil et de veille, parce que pendant les 2-3 premiers jours, le bébé a un rythme très difficile à vérifier, parce qu'il passe sans arrêt de léger veille, un sommeil, parfois un état intermédiaire. Et donc, quand il est sur la mère avec le visage près du sein, il va pouvoir téter extrêmement souvent, à chaque fois que, comme il le faisait un peu dans l'utérus, où maintenant on a pu observer que les bébés très fréquemment sucent leur langue, avalent du liquide amniotique, mais dans tous les états de veille ou de sommeil. Donc le bébé, dans cette position-là, pourra même téter un petit peu pendant ces périodes de sommeil. Donc on se rend compte que là, il y a toute une continuité qui s'installe, y compris dans ces rythmes. Et puisqu'il est, au départ, il ne sait pas ce que c'est qu'un sein, il va vers le sein parce qu'il y a des odeurs qui lui rappellent le liquide amniotique. Et puisqu'il n'y a que du colostrum, c'est-à-dire très peu de lait, le fait de téter très souvent, c'est ça qui va permettre en effet de la montée de lait de se faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est un peu toute cette situation de continuité qui va permettre de retrouver une situation qui rassure le bébé. Donc en faisant comme ça, et en demandant à la maman de prendre son bébé sur elle le maximum de temps pendant les 2-3 premiers jours, finalement qu'il soit le plus souvent sur elle, plutôt que dans le berceau où là ça le panique parce qu'il ne ressent plus rien, et bien elle remettra dans le berceau si elle fait sa toilette ou si elle va dormir, etc. Mais au moins le maximum de temps, et là le bébé et puis elle aussi vont apprendre à s'adapter, à se connaître. Elle peut passer son temps à l'observer. L'autre avantage, c'est que s'il est sur elle, il ne sera pas pris par les visites, ce qui panique toujours le bébé au début. Et donc, il pourra téter aussi souvent qu'il voudra. Donc finalement, en faisant de cette façon-là, en gardant le bébé le maximum de temps sur elle pendant les 2-3 premiers jours, elle va créer une niche sensorielle et nutritive qui va permettre une bonne adaptation et du bébé, mais aussi d'elle-même. Donc il va y avoir une meilleure adaptation pour le bébé à la vie extérieure. Il va s'adapter petit à petit en sécurité parce qu'il retrouve tous les éléments sensoriels comme je disais tout à l'heure. Et puis il va y avoir une adaptation métabolique, c'est-à-dire que le bébé dans l'utérus était nourri par le glucose transmis par la mère, par le placenta. Et il va falloir passer à une alimentation non plus continue mais discontinue, et puis une alimentation avec des graisses et des protéines. Et ça nécessite une transition, on appelle ça la transition métabolique, et ça va se faire en douceur pendant les 2-3 premiers jours. Le bébé a ce qu'il faut, il a fait des réserves pendant les derniers mois de grossesse pour pouvoir utiliser ces graisses, c'est pour ça que les bébés sont toujours un peu grassouillés. Il a accumulé des produits dans le foie, un peu partout dans l'organisme, pour pouvoir les utiliser pendant ces premiers jours où le colostrum n'est pas très abondant.
Et donc ça lui permet de consommer, de nourrir son cerveau, l'énergie de son cerveau, avec ses réserves qu'il avait faites. Et pendant ce temps-là, il est en apprentissage pour pouvoir prendre le sein correctement. Et au bout de 2 jours et demi, 3 jours, commence la montée de lait, le lait va devenir plus abondant et les choses vont se faire plus facilement. Donc il y a véritablement donc une adaptation qui va se faire comme ça. Et pour la mère, le fait d'avoir le bébé très longtemps comme ça sur elle, ça va lui permettre de vivre tout un tas d'émotions qui vont faciliter sa montée de lait. Et puis beaucoup d'études montrent aussi qu'avec ces positions-là, ça évite bien des engorgements, des crevasses, donc beaucoup moins de soucis. Donc cette expérience-là, à la mère, va lui permettre de savoir ce qu'elle veut faire véritablement après. Elle voit bien, elle peut mieux apprécier les besoins de son bébé, et à partir de là, ou bien elle trouve ça extraordinairement plaisant, agréable, et elle va continuer, et elle pourra faire ça autant qu'elle veut, aussi longtemps qu'elle le veut, ou alors parfois elle aura pu vivre des situations d'embarras, où elle peut se sentir pas très à l'aise avec ce bébé qui lui prend le sein, ce corps à corps avec le bébé. Souvent, elle peut avoir eu des histoires dans son enfance, dans sa vie, qui font que ce contact corps à corps la dérange. Et là, elle pourra choisir d'arrêter éventuellement. Et ça sera encore faisable parce que les choses ne vont pas démarrer de façon trop forte. Et néanmoins, le principe du plaisir sera resté pour tout le monde, pour le bébé, pour la maman, y compris si elle choisit ultérieurement d'arrêter parce qu'elle voit que c'est pas trop son truc. Donc voilà un peu comment il faut concevoir les choses, souplesse, supprimer l'intellect et puis faire en fonction de ce qu'on ressent. On ne laisse pas suffisamment les mères faire comme elles le sentent, et elles peuvent le faire comme elles le sentent quand elles sont dans des dispositions bien à l'aise, comme ça, semi-inclinées, et là, elles peuvent vivre un vrai bonheur.